Donc, comme vous l'a dit Christian, donc la revue qui a tardé à sortir pour des problèmes de Covid, des problèmes administratifs, et dans le fait, cette revue, on l'a pensée dans le fait en 2019, tout simplement parce que 2020, c'est le 80e anniversaire du début de la guerre, Deuxième Guerre mondiale en France. Et c'est le 75e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce sujet avec un personnage incontournable, puisqu'il a participé, c'est sa dernière revue, Jean-Marie Clattroux, que l'on voudrait mettre à l'honneur aujourd'hui et ce soir. Malheureusement, son épouse n'était pas disponible, normalement elle aurait dû venir avec nous pour nous accompagner. Et dans le fait, ayons une pensée émue pour Jean-Marie, qui n'est plus de ce monde, mais je suis sûr qu'il nous surveille de là-haut. Voilà. Donc on va démarrer pour l'ascension du Troisième Reich, tout simplement parce que c'est l'origine du mal, je dirais, pour la Deuxième Guerre mondiale. Alors Reich, ça veut dire empire en allemand. Et on peut se poser la question, pourquoi Troisième Reich? Ça veut dire qu'il en a eu deux avant. Donc on va vous l'expliquer très rapidement. En 962, donc on voit le Saint-Empire germanique qui apparaît, qui est considéré comme le Premier Reich. Vous ne trouverez jamais dans aucun document la notion de Premier Reich, puisque en fait c'était le seul à l'époque, donc il s'appelait Saint-Empire germanique, qui se terminera en 1806. En 1806, on est en pleine période napoléonienne, et le 2 décembre 1805, il se passe la plus éclatante victoire de Napoléon sur une coalition germano-autrichienne et hongroise, etc., tous les pays-là. C'est la bataille d'Austerlitz, 2 décembre 1805. De 1806, donc juste après la bataille, jusqu'en 1871, l'Empire germanique devient une confédération du Rhin sur protectorat français, jusqu'en 1815. Pourquoi 1815? Parce que 1815, c'est les 100 jours, c'est la bataille de Waterloo, le 18 juin. Napoléon est battu par une coalition anglo-prussienne. Et donc, l'Allemagne, ou l'Empire germanique, ou la Confédération du Rhin, devient Confédération germanique, avec 39 États autonomes. 1870, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Napoléon III capitule à Sedan. Et le traité de Versailles, début 1871, livre l'Alsace et la Lorraine, une partie de la Lorraine, puisque en fait il n'y avait que la Moselle, en fait, à l'Allemagne. Et c'est le début du Deuxième Reich avec les empereurs Guillaume Ier et Guillaume II. Jusqu'en 1918, fin de la Première Guerre mondiale. Et on passe donc jusqu'à 1933 à une démocratie parlementaire qui s'appelle la République de Weimar, avec 17 Länder. Länder, ça veut dire État en allemand, fédéré. Et on commence à trouver, dans le fait, au niveau de l'Allemagne, la notion d'État-nation, qui n'existait pas avant. Et en parallèle de ça, on a la montée du national-socialisme. Et à cette époque, donc, apparaît un personnage qui va marquer la face du monde, c'est Hitler. Alors rapidement, Hitler il est né en 1889 à Braunau, à la frontière avec la Bavière. Il est autrichien. Il n'est pas très brillant à l'école et puis il perd ses parents, il est orphelin à 18 ans. Et à 18 ans, comme il a quelques talents de peintre, il part à Vienne. Il est refusé à l'école d'architecture et à l'école des beaux-arts. Et il vit péniblement en peignant des aquarelles qu'il revend pour survivre. Et c'est là qu'il commence à fréquenter les milieux antisémites de Vienne, qui le confortent dans son idée de la haine des Juifs. En 1913, donc, il quitte Vienne
parce qu'il est en désaccord complètement avec l'empereur François-Joseph Ier, qui est l'empereur de l'Autriche à l'époque, et donc il part donc à Munich, 1913. 1914, août, il s'engage dans l'armée bavaroise, participe à la Première Guerre mondiale, il en ressort avec le grade de caporal, et en 1919, il intègre le Deutsche Arbeit Party, qui est donc le parti des travailleurs allemands, qui est un parti d'extrême droite, et qui est à Munich. Ce parti va devenir en 1920 le National Socialist Deutsche Arbeit Party, donc le parti national socialiste des travailleurs allemands. Et Hitler va être chef de ce parti dès 1921. 1923, novembre, coup d'État manqué, Hitler est emprisonné pour 9 mois en forteresse. Il en profite pour écrire son livre fétiche, Mein Kampf, Mon camp, qui publiera en 1925. Dans ce livre, en fait, il décrit un peu tout ce qu'il devrait faire d'une grande Allemagne, et puis ses idées antisémites, haine des juifs, etc., etc. En 1900... Voilà, c'est bon. Donc, je suis un peu à l'avance, là. Donc, en 1930, il gagne son parti, le principal parti en Allemagne, et il gagne les élections. Et en 1933, en janvier 1933, le président von Hindenburg le nomme chancelier. Ce président va mourir 1 an plus tard. Et à ce moment-là, Hitler a tous les pouvoirs. Il se fait appeler le Führer, le conducteur, le guide, le chef. Et dans le fait, il commence à monter une machine militaire de guerre très importante. Et il fait créer par Goebbels une police politique, la Gestapo, Geheime Staatspolizei. Et bien évidemment, le 1er septembre 1939, il envahit la Pologne sans crier gare. En réponse, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne le 3 septembre. Le conflit mondial durera donc du 1er septembre 1939 au 2 septembre 1945. L'Allemagne capitule dans le fait le 8 mai 1945, mais il subsiste la guerre du Pacifique entre les Japonais et les Américains, avec Hiroshima et Nagasaki, les bombes atomiques au mois d'août, et dans le fait la paix définitive dans le monde est retrouvée donc le 2 septembre 1945. Le bilan, il est énorme, 55 millions de morts, d'innombrables destructions, déportation de millions de personnes et persécution de millions de juifs. Voilà donc récapitulatif. Alors, j'ai retrouvé 2 aquarelles qui sont signées Adolf Hitler. On s'aperçoit quand même qu'il n'était pas trop mauvais peintre, et on pourrait se dire que s'il avait persévéré dans son art, peut-être que rien ne serait arrivé par derrière, mais on ne peut pas refaire l'histoire. La croix gammée et la croix de Lorraine. On va commencer par la croix gammée. Rapidement, vous aurez dans la revue, tout est expliqué. Donc, la croix gammée a son origine, donc la svastika, qui est une croix, un symbole de bon augure, de paix, de bien-être, et qui a pris son origine en Mésopotamie quelques siècles avant Jésus-Christ. On retrouve encore des traces, 10 000 ans avant Jésus-Christ, on retrouve cette fameuse croix, cette fameuse svastika. Et donc, Hitler, pour mettre en valeur la pureté de la race aryenne, en fait, il a choisi ce signe, et il l'a fait pivoter à 45 degrés pour en faire la Hakenkreuz. Alors, Hakenkreuz en allemand, ça veut dire la croix, la croix accrochée, voilà, j'étais en train de chercher, la croix accrochée, et donc dans le fait, nous on l'a appelée la croix gammée. Alors, la signification, donc en fait, c'est le cercle blanc, c'est la pureté de la race aryenne, et dans le fait, qui entoure, donc dans le fait, avec un cercle rouge qui est, je ne sais plus exactement, là j'ai un petit... Pardon, excusez-moi.
Alors, donc la croix représente le combat, le disque blanc, la pureté de la race, et le cercle rouge, la pensée sociale du national-socialisme. Okay, et donc vous retrouvez autour, là, le NSDAP, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Au début de la guerre, donc, la résistance se met en mouvement, et dans le fait, la résistance veut mettre en place, en fait, un symbole en opposition à la croix gammée. Ça va donc être la croix de Lorraine. La croix de Lorraine, donc, est donc pensée. Alors, il faut savoir que le colonel de Gaulle a commandé un régiment, le 507e régiment de chars de combat à Montigny-les-Metz, et sur l'insigne du régiment, il y avait déjà la croix de Lorraine. Donc, c'était un symbole tout trouvé pour la résistance, et c'est le vice-amiral Muselier, qui était lorrain d'origine, et qui était patron de la flotte et de l'aviation libre, en zone libre, qui a donc conçu un pavillon de Beaupré bleu avec la croix de Lorraine rouge et qui a équipé tous les bateaux jusqu'au 27 novembre 1942 quand la flotte a été coulée pour ne pas être prise par les Allemands dans la rade de Toulon. Alors l'origine, je ne vais pas insister trop là-dessus, et pourquoi cette croix, elle a une double traverse? Parce que l'origine de la croix de Lorraine, elle s'appelait avant la croix d'Anjou, parce que c'est les Angevins qui ont ramené des croisades un morceau de la croix du Christ. Et pourquoi il y a deux traverses? Ben, tout simplement parce que sur la croix du Christ, les Romains avaient inscrit une petite pancarte au-dessus de la croix, où c'était marqué, je ne vous le ferai pas en latin, mais je vous le ferai en français, Nazareth, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Ce qui a fait que, dans le fait, cette croix, elle avait une double traverse. Voilà. La ligne Maginot. Alors voilà, donc, d'aucuns disent, la ligne Maginot, elle a servi à rien, etc., etc. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller visiter quelques ouvrages de la ligne Maginot et je connais assez bien ce sujet. C'est complètement faux. Alors, la ligne Maginot, normalement, elle commence de Dunkerque et elle va jusqu'à 20 000. Elle devait couvrir toutes les frontières. On avait quand même quelques frontières naturelles, les Alpes, le Rhin, donc c'était pas la peine de renforcer terriblement. Et la Belgique était pays neutre. Donc on ne s'imaginait pas, en 1928, quand la ligne Maginot a été pensée, on ne s'imaginait pas que les Allemands allaient passer par la Belgique pour venir nous envahir. Donc on a renforcé fortement, dans le fait, entre Wissembourg qui se trouve là, et puis Senance qui se trouve là, avec un ensemble d'ouvrages, de gros ouvrages et de petits ouvrages, et avec des casemates et puis des blocos dans les intervalles, qui était une ligne pratiquement infranchissable. Cette ligne donc a été construite donc, à partir de 1928. Le ministre de la guerre, c'était André Maginot. Il ne verra pas la fin puisqu'il décédera en 1934. La ligne Maginot vit donc la drôle de guerre, puisque dans le fait, les Allemands rentrent en France, attaquent la France que le 10 mai 1940. Entre le 3 septembre 1939 et le 10 mai 1940, il ne se passe rien sur la ligne Maginot. Mon père était au Mont des Welches, et je peux vous dire qu'il n'a pas tiré un coup de canon avant le 10 mai. Et les Allemands, donc un mois et demi plus tard, après le 10 mai, en fait, ils ont pris possession des lieux, donc ils ont occupé la ligne Maginot. Les équipages, ils ont été envoyés en Allemagne, embarqués dans les vaillants bestiaux, direction les Oflag et les Stalag. Et bien que Pétain leur avait promis de rentrer chez eux un mois plus tard, ils sont rentrés 5 ans plus tard. Voilà, puisqu'ils sont rentrés en mai-juin 1945. Je vous ai mis un petit point là, c'est l'ouvrage de La Ferté, ce qui est le plus au nord de la ligne. Tout simplement parce que c'est le seul ouvrage qui est tombé aux mains des Allemands, qui a été détruit, l'équipage a été tué. Donc il se trouve là, donc là, ici, Sedan c'est par là. Hein. Donc il se trouve là. Et vous avez là l'image de l'avancée des Allemands, dans le fait, qui ont passé par la Belgique avec leur Panzer Division, donc avec leur division de chars,
En phase 2, ils avaient des régiments, des divisions d'infanterie, peu de blindés, ce qui fait qu'ils ont pénétré très rapidement, et ils ont pris à revers donc la ligne Maginot, et ils n'ont pas eu le temps de prendre la ligne Maginot, puisque en fait l'armistice a été signé le 22 juin, et c'était terminé donc, pour se retrouver donc avec une France coupée en deux, au nord la zone occupée, et au sud la zone libre, qui nous intéresse plus particulièrement. Mais je voudrais quand même... donc l'Alsace et la Lorraine sont redevenus sur le Reich, comme c'était en 1871. Une petite zone aussi dont on ne parle pas tellement, c'est le Nord, le Pas-de-Calais et la Belgique, parce que politiquement, le Reich avait des idées de pouvoir accéder à la mer du Nord pour pouvoir aller en Angleterre, mais ils n'avaient pas de débouché sur la mer. Donc ils avaient enregistré qu'en cas de paix, qui serait signé, qu'ils récupèrent l'Alsace et la Lorraine, qui étaient des régions très riches industrielles, et le Nord et le Pas-de-Calais et la Belgique, ça leur permettait d'avoir une entrée vers la mer du Nord et vers l'Angleterre. Sachant que ces trois régions et ces départements sont des départements très très industriels, donc c'était tellement intéressant de pouvoir les récupérer. Ça s'est pas fait, puisque en fait, une autre partie qui explique beaucoup pourquoi de nombreux réfugiés se sont retrouvés en Lot-et-Garonne, dans le Lot et en Dordogne, c'est ce qu'on appelle zone d'exclusion allemande. C'est-à-dire que tous les réfugiés qui ont quitté leur pays, leur village, etc., sur l'avancée des Allemands, ils n'ont pas eu le droit de retourner dans leur pays parce que c'était une zone d'exclusion allemande. Autre zone interdite, c'était le mur de l'Atlantique, toute la frontière, et la zone libre, donc au sud, qui nous intéresse. Particularité de la zone libre coupait la Gironde en deux parties. La ligne passait par Castillon-la-Bataille, Langon, Bazas, Capsieux. Donc la partie ouest de la Gironde, elle était rattachée au Lot-et-Garonne pendant la Seconde Guerre, et la Gironde était amputée donc de cette partie-là. J'ai retrouvé donc dans le village du Pillan-sur-Garonne, pardon, excusez-moi, c'est au nord de Langon, dans le fait, la trace d'une plaque qui explique dans le fait la séparation du village en deux parties. Donc il y avait une partie qui était en zone occupée et l'autre partie qui était en zone libre. C'était le cas aussi de Langon. Alors moi j'ai connu ça quand j'allais me promener dans les brumes de l'Est sur la frontière entre les deux Allemagnes. Il y avait exactement pareil, il y avait des villages qui étaient coupés en deux. Une partie du village était en RDA et une partie du village était en RFA. Et dans le fait, du côté RFA, ils montaient des espèces de plateformes pour pouvoir dire bonjour aux voisins ou aux amis, aux cousins qui sont de l'autre côté. Ça, moi, je l'ai vu de mes yeux, donc voilà. Alors, on va maintenant repartir un peu sur le Lot-et-Garonne. Donc, la résistance s'organise en Lot-et-Garonne. Donc, 40-41, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, arrivée de nombreux réfugiés, et c'est pour ça qu'on va retrouver beaucoup dans la résistance, d'ailleurs. Le régime de Vichy, il épure les administrations, élimine les politiques, et bien sûr, l'esprit de résistance se propage dans la population, puisque en fait, il n'y a pas tellement le choix. Hein. Ou on collabore et on fait partie, on adhère à la politique de Vichy, ou on passe dans la clandestinité et puis on essaye de défendre son pays. En 1942, donc, organisation des mouvements de renseignement clandestins. Et des tracts et des journaux qui sont distribués clandestinement. Vous avez dans la revue des explications sur les tracts et les journaux, etc., avec des photos. L'entrée des Allemands donc, en zone libre le 11 novembre 1942. Alors, je parlais tout à l'heure de la revanche du caporal. 11 novembre, c'est pas innocent. 11 novembre 1918,
11 novembre 1942, les Allemands envahissent la zone libre, qui va devenir zone sud. Voilà. Et bien évidemment, les gens qui vivent dans la zone libre, ils voient arriver les Allemands qu'ils n'ont jamais vus encore, et bien évidemment, l'attitude de la population elle change complètement. En 1943, on commence à voir apparaître les premiers maquis, donc des petits maquis, Villeneuve-Ira, Montflanquin, etc. Et après, il y a deux grosses organisations, comme je vous parlais juste après, le Corps franc pommier et le bataillon Néraqué, qui est plus affecté au Lot-et-Garonne. La lutte armée est générale, donc à partir du 6 juin, et le 19 août 1944, le département est libéré. C'est plus exactement Agen qui est libéré. Enfin, ils n'ont pas fait une difficulté puisque les Allemands étaient partis déjà. Et progressivement, dans les jours qui suivent, en fait, le bataillon Néraqué a libéré toutes les villes et tous les villages. Il n'y avait pas de résistance, il n'y avait pratiquement plus d'Allemands. Le corps franc pommier, donc c'était le plus grand corps de résistance. Alors, Pommiès, en fait, c'était un militaire d'active qui était saint-cyrien, et donc, en fait, il a fait partie de l'armée d'armistice, puisque, dans le fait, dans la zone libre, dans le fait, les régiments sont restés structurés. Ils étaient à la solde de Vichy, c'est sûr, mais ils existaient toujours. À partir du moment où les Allemands sont rentrés, donc le 11 novembre, le 11 novembre 1942, tous ces régiments ont été dissous, et Pommiès, qui était commandant, donc en fait, il a créé le corps franc pyrénéen, qui est devenu plus tard le CFP, le corps franc pommier, qui était composé d'une majorité de gens d'actifs, puisque dans le fait, Pommier était travaillé dans le renseignement, et donc il avait beaucoup de contacts partout, donc il a été très facile de rassembler des gens pour faire, donc dans le fait, 4 groupements. Alors le corps franc pommier, c'est 9000 hommes quand même, hein. C'est une division française, hein. Donc avec 4 secteurs. Et il y avait donc un bataillon qui était à Agen, dont le PC était au château de la Clotte, à Castelcuiller. Vous lirez dans la revue la réduction du château de la Clotte par les Allemands. Du 17 novembre 1942 au 5 juin 1944, eh bien, le corps franc pommier, il fait comme tous les résistants, du transport d'armes, parce qu'il faut armer les effectifs, des parachutages, ils récupèrent les avions, des parachutages des Anglais pour récupérer de l'armement, etc., etc. Et bien sûr, ils procèdent, dès qu'ils peuvent saboter quelque chose, pour retarder les Allemands, mais ils en profitent. À partir du 6 août 1944, la guérilla et la guerre, elle est ouverte. Et donc le corps franc pommier va se diviser en 2 parties à partir du 15 août 1944. Alors 15 août, c'est le débarquement des Alliés en Provence. Et en fait, il faut verrouiller toute la chaîne des Pyrénées. Donc une partie du corps franc pommier va être affectée à la surveillance de la frontière pyrénéenne, et l'autre partie va rejoindre les troupes du général de Latte de Tassigny. Et donc le 24 septembre, donc le corps franc pommier, la partie là, qui devait être à peu près d'entre 1000 et 1500 hommes, va être intégrée à la première armée. En février 1945, ça devient le 49e régiment d'infanterie, et ce sera le premier régiment français qui rentrera à Verdun. Deuxième grand corps qui nous rapproche plus, puisque en fait c'est un corps Lot-et-Garonne, je dirais, c'est le bataillon Néraqué. Alors le bataillon Néraqué, il est créé le 1er juillet 1943 par un monsieur qui s'appelle Paul Charles, qui était Néraqué, qui avait fait la Première Guerre mondiale et qui est passé dans la résistance et qui a monté ce bataillon
à partir de réfractaires au STO. Le STO, c'était le service du travail obligatoire. Les jeunes étaient invités à rejoindre l'Allemagne pour aller fabriquer des munitions, des obus, etc. dans les industries allemandes. Et tous ceux qui refusaient d'y aller, bien évidemment, ils n'avaient qu'une solution, c'est de basculer dans la résistance. Donc le bataillon néraquais a été formé au départ par 150, à peu près 150 réfractaires du STO. Le 14 décembre 1943, puisque dans le fait les collabos ils continuent à travailler et puis les dénonciations vont bien, donc Paul Charles est arrêté et c'est Gabriel Lapéruche qui va prendre le commandement de ce bataillon. Le 18 février 1944, la première compagnie qui s'appelle le Piraquem est opérationnelle. Et là, je vais profiter de la présence de Madame Coulon, qui m'a permis d'accéder à certains de ses documents personnels, puisque son père était résistant dans le bataillon néraquais, et grâce à elle, vous pourrez lire dans la revue, en fait, quelques anecdotes concernant son papa. Donc voilà, je vous l'ai dit. Donc le résistant Jean Biaquet, j'ai mis son nom en français, hein, bien sûr, parce qu'il était d'origine italienne, paysan du côté de Nérac, et il a été dénoncé parce qu'il avait gardé des armes chez lui dans sa ferme. Il avait hébergé des aviateurs américains qui s'étaient fait descendre l'avion. Et en fait dénoncé, déporté à Dachau donc le 28 juin 1944 et décédé le 27 avril, 2 jours avant la libération du camp. Mais de toute façon, il était bien malade et puis voilà. Donc en mai 1944, constitution de la 2e compagnie, et donc le 6 juin, le bataillon néraquais affiche un effectif de 1350 hommes, c'est pas mal quand même. Hein. Ça fait un gros régiment. Et donc le bataillon néraquais, à toutes les actions qu'il y a eu dans le Lot-et-Garonne, vont participer. Donc les différents bataillons et compagnies vont participer, pas bataillons, compagnies vont participer à tous les combats. Le bataillon perdra 42 tués, donc, et puis une quinzaine de blessés, alors que les Allemands, ben, eux, c'est un peu moins brillant. Vous voyez les chiffres, 315 tués et 60 blessés. En septembre 1944, donc, le colonel Lapérouse, donc, avec une majorité de ses hommes, rejoignent le 57e régiment d'infanterie de Delade de Tassigny, de l'armée pour l'Allemagne. Pardon, j'ai sauté. Hop, voilà. Et donc voilà l'histoire du bataillon néraquais que vous pourrez lire aussi. Il y a 2 pages dans la revue. Petite aparté sur l'hymne de la résistance, qui était le chant des partisans. Tout le monde a dû chanter ou apprendre le chant du partisan à l'école. Moi, je me souviens que quand j'ai passé mon CEP à l'époque, bon, il n'y a pas de jeunes, donc tout le monde a dû passer le certificat d'études. Et on avait chant avec la Marseillaise, le chant des partisans, le chant du départ, si on est exact. Voilà. Donc c'est un chant qui a été créé par Anna Marly, qui est là en photo, là, qui était russe d'origine. Et ce chant a été traduit donc, et remis en forme par 2 journalistes, Joseph Kessel, donc bien connu, et Maurice Druon, qui étaient de la même famille d'ailleurs. Et en fait, c'est devenu la Marseillaise de la Résistance, et c'était le générique aussi de Honneur et Patrie, qui était diffusé sur la BBC. Le texte original donc, de ce chant des partisans a été classé monument historique en 2006. Alors là, on va rentrer un peu sur une période assez noire, puisque en fait, c'est cette fameuse division, la Zweite Panzerdivision SS das Reich. C'est elle qui a sévi et qui a fait plus de mal, notamment au Lot-et-Garonne, mais pas que, puisque en fait, vous avez l'image de Radeau-sur-Glane, mais j'en reparlerai juste après. Alors le brillant général que vous voyez de la race aryenne, grand blond avec des chaussures noires, là, c'est le général Lamerling, qui commandait donc cette fameuse division. Il faut savoir quand même qu'il y avait 38 divisions de la Waffen-SS. Division allemande, c'était entre 18 et 20 000 hommes.
Donc vous imaginez quand même que la puissance de ces barbares était quand même relativement importante. D'ailleurs, dans ces divisions, j'en parlais tout à l'heure, il n'y avait pas que des Allemands. Donc cette fameuse division a été défaite sur le front russe, à Koursk, en juillet-août 1943. Vous savez que les Allemands ont essayé d'aller investir là-bas, ils se sont cassés la figure, comme l'a fait Napoléon Ier à son époque, et donc ils se sont repliés, bien évidemment, et cette fameuse division a été mise en repos en avril 1944 dans la région de Montauban. Donc le PC de la division était à Montauban. La division, elle comprenait 18 500 hommes, dont 9 000 jeunes recrues de 17 à 19 ans. Alors, quand je disais tout à l'heure que c'était une armée de mercenaires, c'était pas qu'une image, parce que dans le fait, les jeunes qui étaient dans le Lot-et-Garonne ou en France, ils n'avaient pas tellement le choix. Le choix premier, c'était de partir au STO pour aller fabriquer des obus en Allemagne. Le deuxième choix, c'était d'intégrer la milice française. On changeait de bord. Le troisième choix, c'était de rentrer dans la résistance ou éventuellement intégrer une unité de l'armée allemande. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de jeunes. Il y avait à Ouyès, par exemple, dans une unité, c'était des hindous qui faisaient partie de la division SS de Reich. En fait, c'était un peu comme la Légion étrangère de nos jours, quoi. Parce que dans le fait, effectivement, vous trouvez 38 divisions à 20 000 hommes, 760 000 hommes, tous de race aryenne et puis avec des yeux bleus et des chaussures noires. C'était pas tellement évident. Donc il y avait des moyens pour recruter qui allaient bien. Tout l'encadrement donc de ces divisions et de la Nasraj, c'était des officiers nazis convaincus au national-socialisme, et puis donc tout va bien. En Lot-et-Garonne, donc il y avait casernement dans Catonnin, Séguillon, Port-Sainte-Marie et Ouyès. Le principe de la Nasraj, ben, c'était la terreur, les massacres et la politique de la terre brûlée. Alors pour l'anecdote, le commandant de l'opération Oradour-sur-Glane, il s'appelait Dirkman, et c'est le même qui a fait la rafle quelque temps avant, la rafle à la Capelle-Biron et Vergue-de-Biron. C'est le même. Et donc, entre mai et juin 1944, eh bien, la Nasraj, elle laissera une traînée sanglante dans 350 communes de 14 départements, puisque dans le fait, une partie de la Nasraj est montée en Normandie pour appuyer leurs copains qui étaient en mauvaise posture, et l'autre partie est restée donc dans notre région, et ils ont mené toutes les exactions dont certaines sont décrites dans la revue. La vie en Lot-et-Garonne sous l'occupation, alors ça, il y a des gens qui ont dû connaître ça, bien sûr. Dès 1940, on a mis en place donc les cartes de rationnement. Tout simplement parce que ben, tous les produits de première nécessité, les Allemands se les récupèrent pour nourrir leurs troupes, etc., etc., et il ne laisse plus qu'à la population ce qui reste. Donc, carte de rationnement pour le charbon, pour le beurre, pour le sucre et tout ce qu'on veut bien. La vie est bien sûr beaucoup plus difficile en ville qu'à la campagne. Parce qu'à la campagne, il y a moins de présence de la milice, de la Gestapo et puis des Allemands. Donc, il est plus facile de cultiver ses 3 patates et puis ses 4 carottes dans un coin de son jardin. Mettre à l'abri dans un poulailler bien caché 3-4 poules et puis éventuellement 3 ou 4 lapins, et la vie est beaucoup plus facile. En ville, en surveillance complète, c'est beaucoup plus difficile. Et bien évidemment, système bien français, le système D, et puis il y en a certains de nos concitoyens qui en profitent pour faire du marché noir et s'enrichir.
Il faut apprendre, puisque les produits de base commencent à manquer, il faut apprendre à faire une nouvelle cuisine. Donc là, je vous ai mis un exemple d'un bouillon aux herbes avec 60 grammes d'oseille, 60 grammes de salade, etc. Et puis, dans le fait, c'est un menu sain et facilement digérable. Et vous aurez des explications dans la revue sur comment on fait du pâté sans pâté, ou, etc., etc. Les cinémas ferment à 21 h pour le peu qui fonctionne, bien évidemment. Et couvre-feu de 22 h à 5h30. Il y en a qui diront que c'est comme aujourd'hui, mais bon, c'était pas la même ambiance. Les usines sont transformées pour fabriquer des OU. Il y avait une usine qui s'appelait Grange, les établissements Grange, dans le prolongement de la rue Barbuse, voilà, qui était une entreprise qui faisait de la construction métallique, et en fait ils ont été transformés pour fabriquer des obus. On a fabriqué des obus à Agen, pour l'armée allemande bien sûr. Mise en place d'une réforme de l'enseignement, donc s'il y en a qui étaient à l'école, qui avaient 7, 8, 9, 10 ans, ou 11 ans, ou 12 ans, ils ont dû subir cette réforme de l'enseignement. Le chant obligatoire, Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Moi je vais vous m'arrêter là, parce que je pourrais la chanter, parce que j'ai le texte là. Et donc à la mi-août 44, à la libération d'Agen du département, on revient à une vie à peu près normale, je dirais, puisque en fait il faut se reconstituer et puis reprendre le fil de la vie. Du débarquement en Normandie à la libération, eh bien là je vais faire un rapide passage sur les différentes phases. 6 juillet 44, débarquement en Normandie. Offensive généralisée de la résistance, comme je vous l'ai dit, avec particulièrement dans le Lot-et-Garonne le bataillon des Raquets et le corps franc-pommier. La Das Reich rejoint le front de Normandie, c'est ce que je vous ai dit aussi. Il y a quelques éléments qui restent sur zone et prennent le commandement de toutes les unités de la Wehrmacht. Parce qu'à Agen, il y avait un régiment de la Wehrmacht qui était stationné au quartier Toussaint. C'est lui qui est intervenu d'ailleurs sur les combats d'Estafort. Et dans le fait, ils ont été mis sous commandement de la Das Reich comme les autres. Et bien évidemment, nombreuses représailles dès qu'il y avait un combat, etc. On ne discutait pas, on fusillait tout le monde, on pendait tout le monde, et puis c'était l'ambiance, quoi. La milice de Pétain, qui était française, hein, quand même, donc le siège de la milice de Lot-et-Garonne, c'était au château de Ferron, qui se trouve à Tonneins, qui est en ruine maintenant, il ne sert plus à rien d'ailleurs. Et il a fallu que je passe à travers les décombres pour pouvoir aller prendre la photo d'ailleurs. Donc voilà, et donc Tonneins, donc les sièges des unités de la Das Reich deviennent des villes interdites, donc on ne sort plus, on ne rentre plus. Et le département, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est libéré à partir du 19 août 44, puisque le 19 août 44, c'est la libération d'Agen. Là, je vous ai fait un récapitulatif des dernières pages de la revue, puisque dans la revue, vous avez trouvé quelques descriptions de combats, plus tous les monuments et les stèles qui se trouvent dans le Lot-et-Garonne et qui portent la croix de Lorraine. Décembre 43, ça commence là, 3 résistants assassinés à la Villac de Guyenne. Février 44, Villeneuve-sur-Lot, et tous fusillés dans la prison d'Est. Alors là, je vais m'arrêter, puisque dans le fait, la prison d'Est regroupait tous les prisonniers dits politiques qui n'étaient pas en accord avec la politique de Vichy, dans le fait. Et dans le fait, on les enfermait dans la prison d'Est tranquillement. Ils étaient à peu près 1200 dans la prison. Et dans le fait, au mois de février 44, ils ont fomenté une révolte pour espérer se fuir et puis repartir dans la résistance. Cette révolte a échoué, et bien que les Allemands avaient promis de ne pas faire de représailles, ils en ont quand même fusillé 12, pour l'exemple. Excentrailles, donc 2 résistants tués. Mars 44, 5 baseilles, voilà, c'est les aviateurs qui se font abattre leur avion, et puis ben, en fait, les Allemands ils les attendent à l'arrivée. Et ils sont descendus.
Mai 44, alors là, c'est la grande vague, là, Villeneuve et Neuillac sont tués. Et on retrouve donc, dans le fait, la rafle de l'accaparé-le-Biron, de Vergue-le-Biron, qui déportera 118 hommes. Sur les 118, alors vous avez un monument qui s'appelle le monument d'importation qui se trouve à la Capelle-Biron. Vous avez les noms des 118 personnes qui sont parties en déportation et vous avez devant une croix sur tous ceux qui ne sont pas revenus et il n'y en a que 43 qui sont revenus. Voilà. Et donc, voilà. Et peine d'Agenais, déportation des 1100. Alors ce chiffre-là, je l'ai lu dans une revue, mais le chiffre, il oscille entre 1050 et puis 1150. Donc, 1121 détenus de la prison d'Est. Alors, si vous allez à la gare de Peine d'Agenais, vous verrez le wagon à bestiaux qui a permis, un des wagons à bestiaux qui a permis de transporter les gens jusqu'à Compiègne, puis après vers les camps de concentration. Vous avez les noms de tous les gens qui ont été embarqués dans ces wagons, et dans le fait, vous retrouvez donc les noms des 121 détenus de prison, je ne les ai pas comptés, donc c'est pour ça que je ne peux pas vous dire le nom exact, plus les 118 hommes de la Capelle-Biron et de Vergue-le-Biron qui ont été déportés en même temps. Donc ils ont été recentrés donc, à Compiègne, donc en camp de transit de Compiègne, et après ils sont partis direction Dachau, etc. Vous avez dans la revue un témoignage d'un instituteur qui passait dans la Résistance, M. Jacques Chantre, et en fait qui est revenu lui en juin 1945, il est revenu donc chez lui à Nérac, c'était un Néraquais. Juin 44, alors là c'est bien sûr le début de l'offensive, puisque en fait 6 juin ça déclenche les opérations de la résistance, et là sur 7 sites du département on retrouve 99 résistants et civils tués, fusillés, assassinés. Il est très difficile de savoir combien il y a eu d'Allemands qui ont péri dans ces combats, puisque dans le fait, les Allemands, ils n'ont pas tellement tenu d'archives sur cette période. Si je ferai une analogie avec notre armée, par exemple, dans chaque régiment, vous avez ce qu'on appelle un journal de marche et des opérations, qui restitue toutes les opérations qui sont faites par le régiment. Si vous allez au 48, par exemple, vous avez toutes les parties à tel jour, telle heure, etc. Et chaque militaire a un livret matricule sur lequel on répercute toute sa carrière. On sait exactement à quelle heure il est parti, quand est-ce qu'il est parti, où il est parti, quand est-ce qu'il est revenu, etc. etc. Moi j'ai mon livret matricule, il est fait comme ça, hein. Donc 44 ans de service, ça fait beaucoup. Donc voilà, donc juillet donc 44, donc on continue sur 76 résistants tués. Août 44, ça se fait, puisque en fait c'est à mi-août ça s'arrête. Hein. Et donc la petite phrase que je vous ai mis là, donc durant ces années de lutte, environ 250 patriotes ont été tués, fusillés ou pendus, 643 juifs ont été déportés. Ils sont partis donc de Saint-Livrade. Vous avez un site commémoratif à l'entrée de l'usine France Prune. Vous l'avez aussi dans la revue. Et donc les 1200 hommes qui ont été déportés à Dachau, c'est ce que je parlais là tout à l'heure. En revanche, ce bilan il est loin d'être exhaustif, parce que dans le fait là on ne parle que des gens qui sont morts au combat par rapport à la résistance, mais tous ceux qui ont été arrêtés, je prendrai par exemple le père de Madame Coulon, il n'a pas combattu, donc il figure sur aucun monument, il figure nulle part, mais par contre il est mort pour la France. Et il y en a beaucoup comme ça. Alors je me suis livré un peu à une petite recherche, et j'ai retrouvé donc à Agen, elle est stipulée partout, rue Ernest Sarrou, donc il y a M. Ernest Sarrou qui a été en fait fusillé, assassiné par la Gestapo française. À la Truelle, c'est vers Tourliac, là c'est au nord du département. Là pareil, on retrouve 4 personnes là, qui figurent nulle part. Il n'y a pas la Croix de Lorraine, donc on ne sait pas trop. Et à Port-Sainte-Marie, pareil, sur la place de la mairie, il y a une plaque aussi qui explique que les gars étaient anciens maquisards, etc., etc. Alors,
c'est toujours pareil dans ce genre de ça, comme je dis toujours, il y a toujours des gens qui sortent du chapeau à la dernière minute. Parce que je ne devrais pas trop en parler ici, mais bon, j'ai eu des témoignages d'anciens résistants qui, dans le fait, m'ont dit, pas qu'ici d'ailleurs, en d'autres lieux, que dans le fait, il y a eu des résistances à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont rien fait du tout ou qui ont collaboré, et que le jour dit, ils ont mis le brassard FFI ou je ne sais pas quoi, et ils sont défilés dans la rue comme étant le grand résistant libérateur de la France. Il y en a quelques-uns qui se sont fait prendre et puis qui ne sont plus là pour le raconter, mais il y en a d'autres qui sont peut-être toujours vivants. La libération du département, et là on en aura terminé, donc à partir du 22 juillet 1944, Sos et la région ne voient plus d'Allemands. Ils sont tous partis. Houillès est libéré le 13 août. Dans la nuit du 15 au 16 août, tous les miliciens de Lot-et-Garonne, ils prennent la tangente parce que ça risque de chauffer rapidement pour eux. Le 19 au matin, donc les Allemands définitivement quitté Agen. Ils ont quitté Agen dans la nuit du 18 au 19. Ils étaient stationnés à la caserne d'Acoué, à la caserne de Valence, qui s'appelle caserne de Lémé maintenant, et ils se sont regroupés tous à la caserne Toussaint. Ils sont partis en convoi direction Toulouse pour remonter vers l'Allemagne. Donc quand les résistants sont arrivés et les FFI sont arrivés sur Agen, ben, il n'y avait plus personne. Le 20 août, donc, les forces françaises de l'intérieur pénètrent dans Villeneuve-sur-Lot. Le 21 août, les Allemands quittent Marmande et la Réole, donc ils remontent vers le nord. Et les villes du département sont abandonnées sans combat. Les derniers combats qu'on peut noter, c'est le 14 et le 15 août, après Sasse, sur la colline du Cornier, et qui se sont battus avec l'unité qui était à Port-Sainte-Marie, et 3 jours plus tard, il n'y avait plus personne. Donc les Macusards du Lot-et-Garonne, donc le bataillon néraquais, hein, parce que c'est du dont on parle là, ils ont libéré donc la Réole le 21 août, Langon du 29 au 24 août, puisque en fait, Langon c'était sur l'ancienne zone France libre, France occupée, donc il y avait encore la division Totenkopf qui était encore là-bas, donc ils se sont battus un peu contre la division de Totenkopf, et Bordeaux a été libéré le 28 août. Voilà, donc, et puis je terminerai sur cette dernière image avec la Marianne, avec le drapeau français qui écrase la Hakenkreuz, et qui, dans le fait, est une affiche qui était éditée par le ministère de la Propagande en août, le secrétaire général à l'information, pardon, excusez-moi, la propagande c'était les Allemands, en août 44. En 44, oui, c'est ça. Voilà. Mais voilà, j'en ai terminé.